DW. L'arbre à palabres. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de notre magazine Sous l'arbre à palabres, un magazine consacré cette semaine à l'actualité au Mali. Le Mali où pour la deuxième fois en moins d'1 an a eu lieu 2 coups d'État. Après celui qui a renversé en août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, un autre a été perpétré le 24 mai dernier après avoir arrêté le président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Awan. Le 29 mai, la Cour constitutionnelle malienne a déclaré le colonel Assimi Goïta chef de l'État et président de la transition qui est donc censé ramener les civils au pouvoir. En réponse à ce double putsch, une dizaine de chefs d'État ouest-africains réunis lors d'un sommet régional extraordinaire ont décidé le dimanche 30 mai de suspendre le Mali de leurs institutions communes et ces chefs d'État ont appelé à la nomination immédiate d'un premier ministre issu de la société civile ou de l'opposition politique et contrairement au putsch de l'année dernière qui avait renversé Ibeka, ces chefs d'État n'ont pas exigé que le pouvoir soit rendu aux civils, que le président de la transition puisse être donc un civil, comme l'a pourtant fait mardi dernier l'Union africaine. Toujours le week-end dernier, Emmanuel Macron, le président français, a menacé de retirer les soldats français de l'opération Barkhane si le Mali allait dans le sens de l'islamisme radical. On le voit, l'actualité au Mali est bien dense et nous allons justement nous y appesantir au cours de ce débat avec nos invités. Abdoulaye Doucouré, coordonnateur en matière de justice transitionnelle au Mali, d'Avocats sans frontières Canada. Bonjour Abdoulaye Doucouré. Bonjour. Nous sommes également en compagnie de Nicolas Normand, ancien ambassadeur français dans plusieurs pays d'Afrique noire francophone, notamment au Mali. Bonjour Monsieur Normand. Bonjour. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur le Mali et l'Afrique et il me semble que le dernier publié en 2018, si je crois bien, s'intitule Le Grand Livre de l'Afrique. Absolument, chez Erol, oui. D'accord. Nous sommes également en compagnie d'Ahmed Diémé, docteur en communication politique et directeur de SASCOM Sahel Stratégie Communication. Bonjour Ahmed Diémé. Bonjour. Vous êtes aussi consultant sur les questions de conflits politico-religieux dans le Sahel. Tout à fait, en effet, oui. Je travaille comme consultant tout à fait indépendant. Amadou Sadio Barry est professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe au Canada. Bonjour Monsieur Barry. Oui, bonjour, merci beaucoup. Et pour nos auditeurs, je rappelle que vous aviez publié en mars dernier un essai sur la fondation politique de la Guinée. Oui, tout à fait. Éric Topona à la modération de ce débat. Merci de votre fidélité à nos programmes. Écoutez-nous sur Internet dw.com/français. Alors, je vais commencer avec vous, Ahmed Diémé. Comment est-ce que vous analysez ou quelle est votre réaction par rapport à la dernière décision d'abord de la CEDEAO qui a suspendu le Mali sans exiger le retour à l'ordre constitutionnel? Oui, je pense que on peut avoir une analyse qui porte sur le pragmatisme de la CEDEAO et surtout un pragmatisme qui se heurte à la tactique ou à la stratégie auquel effectivement à laquelle nous ont habitués les putschistes maliens, la junte malienne, à savoir mettre tous les acteurs devant le fait accompli et surtout couper l'herbe aux pieds à toute personne qui serait opposée à leur plan et à leurs calculs. Mais pourtant la CEDEAO, je le disais dans le sommaire, dans l'introduction, la CEDEAO avait exigé que le pouvoir soit rendu ou bien que la transition soit dirigée au Mali par un civil. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait cette année? Elle ne l'a pas fait parce que justement la CEDEAO est dans une position très très difficile vu ce qui s'est passé récemment au niveau du Tchad et puis vu le caractère assez particulier du cas malien, notamment les enjeux sécuritaires, le djihadisme, etc. Et je pense que c'est tout cela qui a d'une certaine manière motivé le caractère conciliant de cette organisation sous-régionale par rapport à la junte malienne. Mais elle a été rabourée, elle a été tout de même rabourée, si on peut le dire, par l'Union africaine.
En effet, oui, pour l'Union africaine, effectivement, a eu une autre position, mais l'Union africaine ne fait que suivre la position de la CEDEAO, parce que c'est comme ça que les instances sous-régionales et panafricaines sont organisées. D'abord, l'organisation sous-régionale, sa position est souvent suivie par la position de l'Union africaine. D'accord. Donc, voilà. il y a pas de contradiction à ce niveau-là. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de procéder, oui. Ok. Nicolas Normand, la position de la CEDEAO, comment est-ce que vous l'expliquez et comment est-ce que vous l'analysez? De la même manière, c'est-à-dire qu'on ne tire pas sur une ambulance, on n'achève pas un malade. Le Mali est en très mauvaise situation à cause de l'insécurité générale dans le pays, à cause aussi d'une certaine instabilité constitutionnelle, enfin institutionnelle à Bamako. Et donc, la CEDEAO a fait preuve de prudence ou de sagesse, comme on voudra, en se contredisant elle-même, puisque c'est 2 poids 2 mesures par rapport au même putschiste. 9 mois avant, il lui avait demandé de s'écarter ou de rester, mais sans avoir le pouvoir essentiel, en étant seulement vice-président. Et là, finalement, ils acceptent qu'il soit président. Donc, la CEDEAO se contredit, donc ça surprend un peu, mais c'est dû à la dégradation de la situation au Mali et donc au pragmatisme de la CEDEAO. Ok. Alors, vu de Bamako, Abdoulaye Doucouré, est-ce que les Maliens pensent aussi que la CEDEAO s'est contredite? En fait, merci. Moi, je combine les deux tendances, pragmatisme, mais aussi théorique, parce que il faut connaître le contexte malien réellement pour pouvoir apprécier. Donc, c'est vrai, la CEDEAO est partie dans ce sens, qui est aussi le sens de Malien de manière générale. Quand tu interroges les gens, nous qui sommes ancrés dans la société civile, les victimes, etc., souvent on leur demande leur point de vue par rapport. Moi, je pense que la CEDEAO est partie dans le sens de la population de manière générale, mais tout cela est dû en réalité du modèle de la démocratie. C'est vrai, la CEDEAO, les instances avec les principes, les valeurs, mais en réalité, il faut revoir le fond du problème. Le fond du problème, c'est au-delà de tout principe, de toute théorie. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale, notamment la CEDEAO, doit être vraiment très flexible, accompagner les autorités actuelles à faire sortir le Mali de ce problème-là. D'accord. Alors, je vais voir ce qu'en pense Amadou Sadio Barry. Vous approuvez, vous avalisez aussi le blanc-seing, si on peut le dire ainsi, de la CEDEAO vis-à-vis de la junte militaire au pouvoir au Mali? Oui, en effet, on peut parler d'un certain pragmatisme de la part de la CEDEAO vis-à-vis de la junte militaire au Mali. Mais il faut dire aussi qu'Assimi Goïta a été invité au Mali déjà en tant que président de la transition actée par la Cour constitutionnelle. Donc, je voyais mal comment, à l'issue de la réunion de la CEDEAO, comment les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest pourraient conduire leur Cour constitutionnelle à se dédire. Bon, bien que c'est une Cour constitutionnelle aux ordres, mais déjà, Assimi Goïta est allé. En fait, le timing a été bien choisi, c'est-à-dire qu'il a exigé qu'il soit nommé président de la transition avant d'aller discuter, en tout cas rencontrer les chefs d'État de la sous-région. Donc là-dessus, je pense que la junte a mis à la CEDEAO devant le fait accompli. Et par rapport à cela, une possibilité d'un retour à un ordre, si vous voulez, de la transition où Bandao s'est reconduit me paraissait tout à fait impossible. Mais au-delà de ce pragmatisme, il y a aussi toute la capacité même de la CEDEAO à gérer une transition et en tout cas à favoriser une transition démocratique. Je ne connais pas de précédent dans la sous-région où la CEDEAO a dissuadé un groupe militaire, en tout cas, de ne pas conduire une transition, quelle qu'elle soit par ailleurs. Donc, je pense que c'est la manière même dont la CEDEAO gère les transitions en Afrique aujourd'hui en Afrique de l'Ouest en particulier, qu'il faudra interroger. Ok, voilà. L'Union africaine a suspendu. Oui, allez-y. Oui, en 2012, la CEDEAO avait été beaucoup plus sévère avec le putschiste Sanogo, parce qu'on lui avait demandé de s'écarter totalement des institutions, et le président intérimaire était le président de l'Assemblée nationale, Yokunda Traoré, il y avait un premier ministre civil, donc les militaires n'apparaissaient plus dans le paysage. Donc la CEDEAO était beaucoup plus dure en 2012. Ok, voilà. Justement, j'allais en venir. Monsieur Normand, l'Union africaine a suspendu donc le Mali de ses instances comme l'a fait la CEDEAO, mais elle a été plus dure. Elle appelle les militaires maliens à urgemment et inconditionnellement retourner dans leurs casernes. Est-ce que ça ne fait pas cacophonie?
Écoutez, c'est un peu symbolique parce que en fait, l'Union africaine ne demande pas de sanctions et donc oui, pour le principe, il rappelle un peu les principes comme la CEDEAO l'avait fait aussi. Mais en pratique, les deux sont sur des positions proches, me semble-t-il. Oui, mais franchement, est-ce que ce deuxième coup d'État en Moyen-Dena était justifié dans le contexte actuel? À mon avis, il n'était pas du tout justifié. On a parlé de querelles de cours de récréation, n'est-ce pas? Il y a 2 colonels qui ont été déplacés du gouvernement. Il n'y a pas de quoi faire un coup d'État quand même. D'autant plus que c'était pour faire de la place justement à une plus grande inclusivité, y compris du M5. Donc c'était une ouverture du gouvernement que n'a pas supporté le colonel Goïta, qui a considéré que les militaires perdaient du pouvoir, perdaient du terrain, ce qui montre leur vraie motivation. Leur vraie motivation ne semble pas être l'intérêt général, mais leur intérêt particulier. Ok, Ahmed Diémé, vous ne prenez pas vous aussi au sérieux les menaces de l'Union africaine? Les menaces de l'Union africaine, bon, comme l'a dit son Excellence Monsieur Normand, c'est symbolique. Hein. Ils s'inscrivent dans la même ligne que la CEDEAO en général, et d'ailleurs c'est un répondant par rapport à l'injonction de la CEDEAO, à savoir un premier ministre civil et puis des élections dans les délais et le retour à l'ordre constitutionnel et des élections. Bon, il y a pas vraiment de contradiction. C'est qu'il faut juste ajouter que par rapport à ça, que cette attitude des militaires maliens traduit non seulement une espèce de goût du pouvoir qu'ils ont, mais en même temps, moi je pense que il y a un autre symbole aussi, hein, je crois. Depuis le coup d'État contre Ibeka, bon, j'avais écrit un petit texte là-dessus. Il y a symboliquement une défaite un peu de l'armée malienne par rapport à l'avancée djihadiste en fait, hein, qui ne dit pas son nom, parce qu'en vérité, les militaires n'ont pas pour mission justement de jouer un peu aux politiciens, de renverser, de jouer un peu avec des institutions, mais les militaires aujourd'hui, vu la situation du Mali qui est très grave, et au-delà du Mali, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, ont pour mission de sauvegarder effectivement l'intégrité du pays, la laïcité du pays, et de lutter contre le djihadisme politique. C'est ça leur mission. Aujourd'hui, ils font pas cette mission. Et donc symboliquement, le fait d'avoir renversé Ibeka, qui, entre autres raisons, c'est la défaite face au djihadisme qui explique le renversement, montre quelque part que d'une certaine manière, les djihadistes ont un peu gagné symboliquement. Voilà, ils ont gagné parce qu'une armée n'est plus capable effectivement de les contenir, et cette armée-là s'occupe de politique et se met à renverser l'institution qui les a mises en place pour combattre justement le djihadisme. Voilà, nous allons reparler tout à l'heure dans la seconde partie de ce débat du djihadisme avec justement les menaces du président Emmanuel Macron. Un dernier tour de table par rapport donc à cette actualité liée à la politique intérieure au Mali. Abdoulaye Doucouré, on a comme l'impression que les Maliens avalisent eux aussi ce putsch d'Assimi Goïta, et qu'ils ils pensent plutôt à l'avenir là. Bon, en fait, je pense qu'on ne va jamais être d'accord, chacun de ces intervenants, de la qualification qu'on donne depuis 2020 jusqu'à ces deuxièmes événements, du coup d'État, non coup d'État, mais il y a eu quand même une rupture de l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut vraiment comprendre la motivation. Dans tous les pays, on voit que dans toutes les crises, je dirais que le militaire, la politique sécuritaire est commanditée par la politique. Mais s'il y a manque de confiance dans la chaîne, je pense que ça brise tout de suite toute la scène. Donc c'est le cas malien en fait. C'est vrai, les gens peuvent interpeller les militaires, pourquoi les militaires s'interfèrent dans la vie politique. Il n'y a pas une interdiction formelle, c'est juste un changement de camp, mais la bonne gestion sécuritaire en dépend aussi de la bonne gestion politique. Donc je pense que tous les problèmes du Mali, c'est à ce niveau. Vous avez parlé de la décision des sanctions, etc. Moi je dis oui, la Cour constitutionnelle, certainement on va en parler, mais la Cour constitutionnelle, on dirait, qui a fait une appréciation autrement, mais c'était normal parce qu'on était dans un cadre vide législatif, ni la Constitution ne prévoit pas, ni la charte, donc c'était l'obligation. Puis l'article 85. Oui, mais est-ce que la Cour constitutionnelle, en l'état, avait une option? Est-ce qu'elle pouvait faire autrement? Autrement, ça allait être de ne pas s'assumer. Je pense que ça n'engage que moi, le sens
de la Cour constitutionnelle, c'est le bon sens que la Cour constitutionnelle a opté. Parce que quand on analyse la Constitution, ça ne prévoit pas question de vice-président, présidence. Dans la charte aussi. Maintenant, il y a eu une combinaison et ça s'est conclu qu'il y a eu un vide législatif et il y a un article, une disposition de la Constitution qui oblige la Cour constitutionnelle à s'assurer le bon fonctionnement des institutions. Et c'est ce sens qui a guidé la Cour constitutionnelle à aller dans ce sens d'appréciation. Donc, s'il n'y a pas comme il n'y a pas de vacances à la présidence, mais il y a vacance de poste, donc le vice-président peut être président. Bon, ça n'engage que moi. Moi, je pense que la Cour constitutionnelle s'est assumée pour éviter un autre blocage au niveau national et puis permettre à la CEDEAO d'aller dans un autre sens. Donc la CEDEAO était mise devant un fait accompli, mais ça avait tout un sens en fait. Ok, passer la polémique, Amadou Sadio Barry, le putsch, le second putsch d'Assimi Goïta semble donc être acté par pragmatisme, on l'a entendu, mais franchement, vous qui suivez l'actualité dans le Sahel et notamment au Mali, des élections notamment la présidentielle en février 2022, c'est possible dans le contexte actuel? Écoutez, possible, tout dépendra de l'évolution de la situation politique, disons politico-militaire désormais au Mali, parce que tout à l'heure il a été dit que évidemment que les populations maliennes, finalement l'intérêt national n'est pas visiblement ce qui intéresse le souci en tout cas de la junte militaire. On le voit d'ailleurs que au lendemain même du coup d'État du mois d'août 2020, les questions, enfin des enjeux liés au pouvoir se sont déjà posés, avaient écarté de manière évidente les considérations liées à la construction d'un État malien crédible, juste et démocratique. Et on voit déjà aussi par ce renversement ici de Bandao, de coup de force ici, que finalement c'est la redistribution du pouvoir au sein des institutions de la transition qui intéresse. Et nous sommes ici, quelque part à certains égards, nous sommes dans le scénario de 2012, où Cheikh Modibo Diarra aussi avait été écarté comme Premier ministre par les militaires. Donc là, il y a une espèce de scénario où les transitions qu'on appelle démocratiques, ou en tout cas les transitions en Afrique de l'Ouest, sont portées par l'armée. On promet des élections. Dans le cas du Mali, peut-être qu'il y a l'exception Toumani Touré. Toumani Touré, peut-être une exception, qui avait vu justement Alpha Omar Konaré être élu président plus tard du Mali. Donc, est-ce que l'élection présidentielle pourrait avoir lieu? Tout dépendra, je pense, des dimensions, en fait, du jeu politique entre les civils, surtout le M5 RFP et Assimi Goïta, justement, et ses amis. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'on puisse dire de manière unilatérale et frontale que les élections pourraient avoir lieu. Mais peut-être que, justement, les pressions que met la diplomatie française ou la communauté internationale, parce que les Américains viennent de sortir un document pour dire qu'ils vont essayer de rompre désormais toute coopération militaire avec le Mali. L'Union africaine tape fort, bien qu'une fois encore c'est symbolique. Peut-être que ces pressions-là pourraient contraindre la junte militaire à créer les conditions justement d'une transition, espérons-le, démocratique. Mais pour l'instant, la dynamique est telle que on peut être réservé. Voilà, Nicolas Normand, la France, l'Union africaine et tous les autres partenaires demandent à ce que les prochaines élections aient lieu à bonne date. Est-ce que vous y croyez? Je n'y crois pas de façon certaine. Non, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes parce que d'abord on ne sait pas très bien comment va fonctionner le nouveau tandem avec le Premier ministre Choguel Maïga qui voudra sans doute revendiquer une partie du pouvoir, les militaires qui eux veulent l'essentiel du pouvoir. Ensuite, les délais sont courts quand même pour préparer les élections dans un pays qui en plus n'est contrôlé qu'en partie, n'est-ce pas? Il n'y a que les grandes villes et je dirais même que dans tout le nord du pays, même les villes ne sont pas contrôlées parce que l'application de l'accord d'Alger fait qu'il y a eu des autorités intérimaires représentant les groupes armés pour l'essentiel. Donc déjà le pays est coupé en deux entre le nord et le sud, n'est-ce pas? Et dans le centre et le sud, tout n'est pas contrôlé. Donc il va être très difficile d'organiser des élections. Elles n'auront lieu que dans certaines villes, certainement Bamako et quelques autres grandes villes du sud. Et en plus, le délai est très court sur le plan administratif pour organiser tout ça. D'accord. Sachant aussi que les coopérations internationales sont quand même aussi mises en danger, fragilisées par la junte militaire. Ok. Ahmed Diémé, très rapidement avant de passer à la seconde partie de notre émission, de notre débat, est-ce que vous pensez que c'est réaliste des élections en février 2022? Je pense pas que ce soit réaliste puisque sur le plan sécuritaire, effectivement, il y a le problème n'est pas réglé et de fait le pays est
quasiment coupé en deux ou en trois. Il y a le nord, puis il y a le centre, et puis de plus en plus, il y a une poussée djihadiste vers le sud. Donc sous l'angle sécuritaire, je ne vois pas de quelle manière des élections peuvent se tenir. Mais on peut espérer que sous la pression de la communauté internationale, notamment des États-Unis, en concordance avec la France et de la CEDEAO, etc., qu'il puisse y avoir effectivement un semblant d'élection. C'est-à-dire que ce serait pas là des élections pour tous les Maliens et de tous les Maliens, mais ce serait justement un semblant d'élection où on va dire, bon, on a eu à avoir telle ou telle participation, y compris en gonflant les chiffres. Oui, comme en République centrafricaine, comme en République centrafricaine. Voilà, un peu ça. C'est le scénario qui risque de se produire. C'est-à-dire que des élections, pas partout dans le pays et pas chez tous les Maliens, mais des élections quand même, qui seront entérinées, etc., mais que dans la forme, effectivement, on mette en place tout cela. La pression internationale pourrait avoir ces résultats-là. Mais en même temps, il se posera après la question de la légitimité des institutions qui seront issues de cela. Voilà. Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. Voilà, le week-end dernier, le président français, au cours d'une interview accordée à nos confrères du journal du dimanche, a clairement menacé de retirer ses soldats, les soldats français du Mali, si jamais le Mali allait dans le sens de l'islamisme radical, des menaces qui ont été diversement appréciées sur le continent africain. Nicolas Normand, est-ce que c'était des menaces ou ce sont des menaces à prendre au sérieux ou un simple chantage, comme le disent certains? Ni chantage, ni menace. Il n'y a pas de menace. Il y a simplement un rappel des règles du jeu. Il est évident que Barkhane ne va pas coopérer avec un État qui serait au pouvoir des djihadistes. Donc c'est ce qu'a rappelé de bon sens Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Il y a une tentation de l'islam radical au Mali. Moi, j'étais là-bas la semaine dernière, j'ai discuté avec beaucoup de responsables ou d'anciens ministres. Ils sont prêts, pour beaucoup d'entre eux, à négocier, comme ils disent, ou à discuter avec certains djihadistes, ceux qui acceptent, c'est qu'une partie des djihadistes, ceux du JNIM, de Yad al-Ghali, ceux qui dépendent d'Al-Qaïda, enfin Yad al-Ghali et Amadou Koufa, ça veut dire faire des concessions majeures. Oui, mais Monsieur Normand, beaucoup disent au Mali, en Afrique, que les Français avaient toujours été trop proches, sinon ils étaient en accointance avec Yad al-Ghali. Les Français, non, certainement pas. Avec Yad al-Ghali, on le dit pour les Algériens, mais on l'a jamais dit pour les Français quand même, soyons honnêtes. Mais puisqu'on le combat, et alors on peut pas être proche et le combattre, on essaye au contraire de le neutraliser et on neutralise un certain nombre de ses collaborateurs. Donc voilà, donc il y a un risque que le Mali, d'abord, soit totalement non démocratique si les élections n'ont pas lieu, si la junte renforce son pouvoir. Ça aussi, ça mettrait en péril la collaboration militaire, l'aide militaire qu'apporte Barkhane au Mali, et d'autre part, si le pays, deuxième hypothèse, parce que le président Macron a envisagé les deux hypothèses, la deuxième hypothèse, si le Mali devenait une république islamique appliquant la charia sur une bonne partie de son territoire, ce qui est tout à fait possible, ça fait partie des hypothèses et des scénarios, beaucoup d'hommes politiques maliens sont prêts à accepter ce scénario, et bien dans ce cas-là, Barkhane évidemment n'aurait pas de sens. D'ailleurs, les djihadistes eux-mêmes demanderaient le retrait de Barkhane. Donc voilà, donc Macron n'a pas fait de menaces, il a rappelé les règles du jeu, c'est tout. Ok, je veux voir ce qu'en pense Amadou Sadio Barry. Est-ce que le Mali court le risque d'une islamisation? Écoutez, effectivement, lorsqu'on voit actuellement la dynamique territoriale du Mali, on sait que, bon, tout à l'heure ça a été rappelé, les 2/3 du territoire quasiment ne sont pas contrôlés par ce qu'on pourrait appeler l'autorité centrale à Bamako. Mais est-ce qu'il y a un risque d'un djihadisme islamiste au Mali? Moi, je serais mesuré par rapport à la possibilité que le Mali soit vraiment, si vous voulez, quelque part comme l'image de l'Afghanistan qu'on a connu ou dans certaines régions du monde. Mais évidemment, il faut pas ici prendre les choses à la légère. Évidemment que les rebelles Touaregs et les conflits avec les groupes djihadistes au nord du Mali pose un problème pour même la légitimité comme telle de l'État malien et surtout aussi pour la présence de Barkhane qui effectivement, dans le bon sens des choses, ne pourrait pas collaborer dans l'éventualité où justement le Mali serait pris avec des groupes djihadistes. Mais certains Maliens pensent qu'il faut quand même par réalisme discuter, négocier avec ces djihadistes. Oui,
ça c'est pas que les Maliens, je pense même aujourd'hui des spécialistes de la région, je pense à Niagale Bagayogo et bien d'autres vont dans le sens de ne pas en fait donner à la logique sécuritaire une priorité telle qu'on évacuerait justement toute la possibilité d'une négociation avec Saoud djihadiste, parce que au cœur aussi de ce conflit-là, il y a toute la question liée à la problématique de la bonne gouvernance du Mali, des problématiques liées à la justice et à l'égalité politique, et donc à la redistribution du pouvoir sur l'ensemble du territoire malien, parce que c'est ça aussi le problème justement des États en Afrique, et principalement de l'Afrique de l'Ouest, c'est que les groupes armés ou les djihadistes ou même le terrorisme aujourd'hui naît sur des territoires où justement l'État est complètement effondré, où les autorités centrales n'arrivent pas du tout à redistribuer les richesses de manière juste et équitable, et c'est ce qui crée des contestations au niveau national. Donc je pense que ça, c'est des éléments que aussi la transition devrait prendre en considération. C'est pourquoi d'ailleurs je pense que en fait les élections ne devraient pas être l'objectif final de la transition. Il faudrait que la diplomatie française, en compagnie aujourd'hui avec la CEDEAO africaine, puisse justement contraindre la junte militaire lorsque en fait nous aurons justement une redistribution du pouvoir qui donnerait la part aux civils, à ce que nous discutions avec justement ces groupes rebelles et les djihadistes pour qu'on puisse savoir quelles sont les motivations réelles et quels en est sont les liens avec justement les futurs agendas électoralistes. Donc je pense qu'il faudrait dépasser simplement la logique électoraliste et essayer de ne pas s'engager dans des problèmes diplomatiques, parce que de toute façon, je pense pas que dans le contexte actuel, la France, en tout cas, peut retirer Barkhane, parce que ce serait non seulement reconnaître quelque part indirectement une défaite, mais aussi donner le champ libre justement à une réactivation de façon importante de ces groupes militaires au nord du Mali. Ce serait davantage enfoncer toute la zone sahélienne. Donc là, je pense que sur le plan géopolitique, il faudrait beaucoup réfléchir avant de conduire justement à la sortie les forces armées françaises, bien que à l'intérieur même aujourd'hui de la France, certains Français appellent à ce que la France se retire du Sahel. D'accord. Abdoulaye Doucouré, comment est-ce que les Maliens ont reçu ou ont analysé les propos du président Macron, qui menace, même si sonorement refute le mot menace, de retirer les soldats français de l'opération Barkhane du Mali? Bon, moi, je réitère que c'était vraiment une menace. Mais avant ce point, je voudrais, pour l'élection, la tenue des élections, le dernier intervenant a parlé tout de suite s'il y a beaucoup plus d'autres objectifs que seulement l'élection. Donc, si on peut tenir l'élection du président de la République et après mener des autres objectifs, notamment les réformes, tant mieux. Mais moi, je pense que la feuille de route, même de gouvernement de fin, était beaucoup plus chargée pour pouvoir mener tout ça dans le délai. Donc, si le gouvernement, le pouvoir actuel arrive à réduire et aller directement à l'essentiel, je pense qu'on peut respecter le délai. Mais si il y a encore surchargé, je pense qu'il faut réfléchir à une autre date. Sur la question, les propos de Macron, moi, je prends 100% une mélange. Je pense que c'est vrai, c'est un rappel de processus, mais on est un État, on a aussi, on doit être compté dans ce processus-là. Donc, l'arrivée de Barkhane, c'est pour juguler un mal. Si le mal n'arrive pas à être jugulé... Oui, mais le président Macron a été clair, il craint une islamisation du Mali. Islamisation, je veux savoir ce que veut dire islamisation du Mali. Le fait de négocier avec Iyad, le fait de négocier avec Amadou Koufa, je ne vois à rien, même si on continue à combattre Amadou, Iyad, autres groupes islamistes, même 100 ans après, on va retourner à la case de négociation. Donc vous êtes pour une négociation, pour des négociations avec les djihadistes? Ça n'engage que moi. Moi, je pense qu'ils sont abordables, on peut bien discuter avec eux. L'Algérie a fait, il y a des précédents. Moi, je pense qu'on ne faut pas qu'on aille seulement voler sécuritaire. Sécuritaire, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Je ne dirais pas d'occulter 100%, mais il faut une réponse holistique. Il faut, entre Maliens, il faut qu'on s'assoie, on discute entre nous. Mais question d'islamisation, le Mali est déjà tendance islamique, on est 90% musulmans. Je pense pas qu'il peut avoir d'autres... Mais c'est quand même différent de l'islamisme, soyons clairs.
C'est pas la charia qu'on va Exactement. appliquer au Mali. C'est pas la charia qu'on va appliquer au Mali de toute façon. Et puis, ce que moi je vous dis, le Mali a connu des histoires. Bien avant le Mali, la composition de la nation malienne était vraiment différenciée. Il y avait il y avait même des charias, des cadis rendaient leur justice en fonction de la loi islamique. Il y a d'autres qui rendaient leur justice en fonction d'autres tendances et d'autres cultures. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, tout ce que moi je propose, c'est de s'asseoir, discuter avec ces gens-là. Si Barkhane n'arrive pas à vraiment jouer le rôle de sécurisation qu'on attend d'elle, ben moi je pense que la Barkhane n'a plus sa place ici. On peut, que ce soit Barkhane, que ce soit d'autres forces étrangères, je ne vois pas l'intérêt de maintenir une force à l'éternité si on ne retrouve jamais la paix. Voilà, le temps passe très vite. Voilà, le temps passe très vite. Je vais donner la parole à Ahmed Diémé avant de conclure le débat. Ahmed Diémé, vous aussi, vous craignez une islamisation du Mali, c'est ça? En fait, j'appréhende la déclaration du président Macron à deux niveaux. Dans la forme, je pense que ça apparaît comme du chantage, mais en même temps, on voit un président de la République avec ses partenaires africains et francophones désabusés quand même quelque part. Et dans le fond, je pense que cette déclaration traduit une crainte de l'ouverture à l'islam politique. Et l'islam politique, diplomatiquement, il a appelé ça, de façon très directe avec son style, il appelait ça l'islam radical. Mais je pense que c'est l'islam politique le vrai problème aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest, parce que aborder la chose de cette manière en termes d'islam politique, c'est voir que les mouvements djihadistes n'ont pas une vision nationalitaire. Les mouvements djihadistes ont une vision d'une internationale. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très sérieux. Et les signes qui montrent effectivement cette crainte vis-à-vis de l'islam politique, c'est d'abord Farabougou qui était assiégé par les djihadistes et dont la levée du siège, par exemple, a été occasionnée grâce effectivement à la société civile musulmane islamique, qui n'a pas une contradiction avec, par exemple, IAD, etc., qui ne dit pas de façon claire quelle est sa position face à l'islam politique. Et il y a aussi, par ailleurs, par rapport à Farabougou, il y a d'autres processus actuellement en cours. Partout dans les villages du centre, un peu autour de Ségou, etc., où il y a une poussée islamiste, où il fallait régler des problèmes entre populations, entre communautés et les djihadistes, il a fallu recourir à d'autres. Donc l'État est complètement absent. Oui, mais franchement, Ahmed Diémé, excusez-moi de vous couper, faut-il ou non négocier avec les djihadistes, notamment Yadagali? Moi, personnellement, il y a d'un côté, parce que si on fait pas une analyse globale, on peut pas comprendre, parce que le JNIM a déjà un plan. Iyad Aghali et Koufa ont déjà un plan de politisation de l'islam, effectivement, au niveau du Mali. Ils n'ont pas, tandis que l'EIGS, qui est effectivement beaucoup plus du côté de l'État islamique, a plutôt une approche plutôt internationale, qui s'étend du Nigeria jusqu'au Niger, en passant par le Mali et pratiquement une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Le JNIM a certes un plan. Amadou Koufa, par exemple, ou bien Iyad Aghali ont un plan politique, c'est-à-dire que l'intrusion du religieux dans le jeu politique au Mali et au-delà du Mali dans l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est aussi un phénomène très important et je pense que la condition de la crédibilité, effectivement, des propos de Macron tiennent à trois choses, à mon avis. Il faut que la France sorte de l'ambiguïté au sujet de la question Touareg, premièrement. Deuxièmement, que la France, effectivement, sorte de son incohérence par rapport au Tchad ou par rapport à la question du troisième mandat. Et puis arrêter complètement la fourberie au niveau du franc CFA. Le problème de la France, son image s'est beaucoup dégradée. Donc du coup, toutes les positions stratégiques qu'elle va essayer de prendre pour juguler la question du djihadisme, effectivement, ces positions sont complètement faibles. Parce que la France, son image s'est dégradée autour de ces questions-là. Et je pense que la semaine dernière, vous avez eu effectivement un débat très intéressant avec Suleiman Bachirjan qui parlait des épistémologies africaines. Je pense qu'aujourd'hui, face au djihadisme au niveau du continent africain, les alternatives, c'est pas seulement aussi la laïcité qu'il faut rappeler. Il faut rappeler aussi les possibilités pour les sociétés africaines de la renaissance de la spiritualité. La spiritualité africaine par rapport au djihadisme monothéiste abrahamique, qui est un djihadisme qu'il faut aussi inscrire dans le cadre des différentes rivalités, des rivalités prosélytes qui se passent aujourd'hui sur le continent africain. Ahmed Diémé, donc avant d'aborder la dernière thématique de notre débat, Nicolas Normand, une réaction à tout ce qui a été dit? Oui, je crois que, en fait, discuter avec les djihadistes, d'abord, il y a l'État islamique, tous les gens de Walid al-Sahraoui ne veulent pas discuter. Donc, on ne réglera pas la question
du terrorisme au Mali en discutant avec une partie seulement des djihadistes. Mais si on discute avec ces djihadistes qui veulent bien discuter, c'est-à-dire il y a des peut-être Amadou Koufa, c'est pour leur faire des concessions massives. Il faut voir les conséquences. Iyad demandera au minimum un émirat pour la région de Kidal pour lui tout seul, donc c'est un démembrement du Mali, il faut en être tout à fait conscient. Il demandera aussi que toutes les régions qui le veulent au moins appliquent une charia corporelle assez brutale. Voilà. Donc c'est pas une querelle de théologie, c'est pas une querelle même d'islam politique. Les partenaires ne sont pas des gens qui veulent faire des compromis, c'est tout ou rien, n'est-ce pas? Et leur vision, c'est un État totalitaire où le Mali en tant que tel n'existe pas véritablement. Ils sont dans une logique internationaliste du djihad terroriste. Donc il ne faut pas sous-estimer ce que demande le partenaire, n'est-ce pas? Iyad Agali a déjà clarifié les choses. Il a dit je veux bien discuter, mais il faut commencer par retirer toutes les forces étrangères. Sachant que Bamako est déjà en position d'infériorité, c'est la victoire en fait qu'il revendique. Donc c'est tout, c'est pas un compromis. Alors je rappelle aussi que Barkhane n'est pas là pour gagner la guerre, contrairement à ce que croient beaucoup de Maliens. Barkhane est là pour ne pas perdre la guerre, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire Barkhane est là de façon temporaire pour que Bamako puisse relever son armée, relever le niveau de son armée, afin qu'elle puisse prendre le relais militaire de Barkhane, d'une part, et d'autre part pour que le Mali traite les causes profondes auxquelles on a fait allusion, n'est-ce pas, qui sont l'absence d'État dans les régions, l'absence de services publics, l'absence de perspectives pour toute une partie de la jeunesse. Voilà. Alors bien entendu, les djihadistes n'ont aucune réponse sur toutes ces questions. Eux, ils sont le mal qu'il faut combattre. C'est pas en pactisant avec le mal qu'on réduit le mal, il me semble. Surtout que ces gens-là, une fois de plus, c'est tout ou rien, voilà. Donc, et on ne réglera pas le problème seulement avec Iyad. On aura simplement démembré le Mali et fait des concessions massives si on discute avec lui. Et en plus, tous ceux qui voudront suivre l'État islamique au Grand Sahara de Walid al-Saharoui continueront de le suivre. Donc, le Mali sera toujours en guerre. Donc, ce n'est pas une solution. La bonne solution, c'est que l'armée malienne soit capable de prendre le relais et c'est de traiter les causes profondes du mal. Voilà. Vous écoutez la DW. Et c'est bien l'émission Sous l'arbre à palabre qui tend vers sa fin. On va aborder une thématique qui est tout aussi importante. Je vais redonner la parole à Nicolas Normand. L'accord d'Alger est toujours dans une situation d'impasse. On a toujours souhaité que cet accord soit revitalisé. Dans le contexte actuel, que faut-il faire justement pour booster sa mise en œuvre? Alors, malheureusement, pour l'instant, l'accord est durablement bloqué parce que les groupes armés ne se sont pas transformés en partis politiques, ont gardé leurs armes, ont augmenté leur armement. Il n'y a pas d'élection, il y a des autorités intérimaires. Et dans ces conditions, Bamako ne peut pas appliquer les réformes institutionnelles qui probablement seraient rejetées dans le cas d'un référendum. Donc, pour sortir de cette impasse actuelle, il faudrait que les groupes armés du Nord, la CEMA, là, les groupes signataires de l'accord d'Alger, changent de comportement, fassent clairement savoir qu'ils souhaitent vraiment se désarmer, ce qui ne va pas de soi parce qu'ils se battent entre eux, n'est-ce pas? Entre Touaregs, il y a des combats aussi, donc ils n'ont pas envie de se désarmer. Ils pourront aussi prétexter les djihadistes pour ne pas se désarmer. Donc ça sera très difficile d'obtenir qu'ils veuillent et qu'ils annoncent leur désarmement. Et ça sera très difficile aussi qu'ils acceptent des élections parce qu'ils sont ethniquement minoritaires. Et donc l'accord d'Alger est pris dans ses contradictions, n'est-ce pas? Et il était fondé sur l'idée que les groupes armés acceptaient d'être des citoyens honnêtes et d'aller vers des élections et de se désarmer. Ceci ne se produit pas. Alors, comment faire pour sortir de cette impasse? Il faudrait que les gens dépassent leur intérêt communautaire et qu'il y ait une vraie volonté générale des deux côtés pour faire un Mali uni, voilà. Et ce thème de l'Azawad aussi est tout à fait ambigu, il faut qu'ils arrêtent de parler d'Azawad. L'Azawad, ça veut dire quoi? Ça veut dire un territoire où les Touaregs domineraient les autres ethnies, sachant que les Touaregs en question se battent entre eux. Donc ce n'est pas du tout crédible, n'est-ce pas? Donc il faut arrêter de parler d'Azawad, il faudrait parler de régionalisation, d'élection, de désarmement, et le faire sérieusement. Sans cela, on ne peut pas appliquer l'accord d'Alger. Le texte n'est pas mauvais, c'est l'application et l'esprit dans lequel c'est appliqué qui est mauvais. Ok. Alors, Abdoulaye Doucouré, vous partagez le point de vue de M. Normand?
Exactement. Bon, en fait, c'est une question de l'accord. Je pense que les grands péchés de cet accord a été déjà rappelé par le représentant du secrétaire général des Nations Unies sortant. Effectivement, c'est ça. Aujourd'hui, nous travaillons avec la population sur le processus de paix de manière générale. Ben, la reproche qu'on fait à l'accord, c'est que l'accord n'a pas été inclusif. Les gens n'ont pas été associés à son adoption. Donc, l'accord a été adopté entre des parties, il faut le dire, maliennes et communauté internationale, sans l'inclusivité. Et aujourd'hui, quand on parle de mise en œuvre de l'accord, on prend thématiquement, les gens reprochent, mais on ne peut pas donner notre point de vue, quelque chose qui est décidé sans nous. Donc, c'est ça le grand péché de l'accord aujourd'hui. Donc, il faut révisiter les termes de cet accord, c'est ça? Il faut révisiter. Les gens ne connaissent complètement l'accord. Tellement les lettrés, quelques lettrés qui connaissent, sont les gens ne maîtrisent vraiment pas l'accord. Donc, moi, je m'arrange derrière les conclusions vraiment de la DENI. Moi, je pense qu'il y a des dispositions, il y a des parties de l'accord qu'il faut réviser. Toute la partie politique institutionnelle, ça pose problème. La mise en place va poser problème. Vous avez vu le cas de découpage territorial. Les gens ne comprenaient pas. Donc, si tel village doit être fait avec telle population, moi, je réclame aussi pour mon village. Donc, c'est comme ça. Et puis, ça va être comme ça. Tant qu'on ne révise pas l'accord, on n'attend vraiment pas de grandes choses à la suite de ça. C'est vrai, l'aspect justice, c'est la même chose. L'aspect réconciliation, c'est le même problème. C'est quelque chose qui est décidé par l'État, les groupes armés et puis la communauté internationale et venir être imposé à la population et la population n'arrive pas vraiment à avaliser sans comprendre. Donc c'est pourquoi maintenant, chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles révélations, des gens qui se rendent compte que l'accord pose problème et appellent tout de suite à sa révision. Ok. Amadou Sadio Barry, un point de vue par rapport aux difficultés de mise en œuvre de l'accord d'Alger de 2015. Oui, une fois encore, tout est lié tout est lié, je veux dire, à certains égards, aux intentions des acteurs. Tout à l'heure, je pense que Nicolas Normand a touché des points essentiels, à savoir le désarmement et toute la question des élections, mais j'ajouterais aussi que depuis quand même 2012 pour être plus précis, toutes les problématiques liées à la représentation sous-régionale, à la représentation même des citoyens dans leur diversité, on peut même l'inscrire dans l'histoire politique du Mali, n'a jamais été réglée. C'est pourquoi je pense que au-delà de l'accord d'Alger ou même de son application qui pourrait poser problème au regard de certains enjeux nationaux, ethniques et même communautaires, il y a toute la manière dont les Maliens essaient de questionner leur diversité, l'organisation politique institutionnelle d'une telle diversité, de quelle manière on veut la traduire sur le plan des organisations politiques. Tout ceci n'a pas été réglé. C'est pourquoi je pense qu'il ne faudrait pas simplement s'en tenir à des accords ici et là qui pourraient ne pas aboutir, parce que dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest ou même de l'Afrique de manière générale, il y a toujours eu des blocages en lien à certains accords, bien que souvent ça peut régler. En fait, il ne s'agit pas de régler factuellement ou de façon momentanée un problème. Il faut avoir une vision globale de la situation. Et même, on pourrait dire que le Mali n'a pas encore connu d'État au sens fort du terme, d'État au sens fort du terme, c'est-à-dire des institutions effectives et représentatives. Disons que la parenthèse Alpha Konaré vraiment n'a pas été consolidée. Encore. Donc, je pense que oui, actuellement, dans la dynamique actuelle, l'esprit même de la transition devrait s'inscrire aujourd'hui dans une logique non pas de reconstruction, mais de construction, ou de ce que j'appelle dans ce texte, de fondation politique. Et c'est là où peut-être le dialogue, bien que je vois que M. Nicolas Normand est très réticent, et c'est ce qui, avec des raisons tout à fait compréhensibles, de dialoguer avec des terroristes ou des djihadistes, ce que déjà l'ont fait, parce qu'il faut dire aussi que les dialogues nationaux, même en septembre, ont impliqué les signataires de l'accord d'Alger en 2015. Donc là-dessus, il faut, je pense, que dépasser les accords actuels que nous avons, certains phénomènes liés aux ententes, et se questionner véritablement sur les intentions des acteurs et décideurs politiques. Mais je m'inquiète de voir quand même que Assimi Goïta et bien d'autres aujourd'hui ne sont pas dans une logique de fondation politique du Mali, parce que les enjeux liés au pouvoir
à la domination de la transition, au contrôle des ressources demeure encore essentielle, ou dans l'indifférence justement des problèmes politiques et institutionnels qui ont conduit à l'effondrement comme tel du Mali. Donc je pense qu'il faut s'inscrire dans cette logique. Et c'est là où peut-être la diplomatie française ou la communauté internationale pourrait venir en aide si elle se dotait d'une conception de la transition qui n'est pas court-termiste, ou en tout cas d'une conception de la transition qui ne la réduit pas à des élections présidentielles. C'est ce qui est très inquiétant aujourd'hui, et pour terminer aussi, toute la légitimité du discours qu'il faut avoir au niveau sous-régional. Lorsqu'on voit que le Tchad est en train d'être une exception, qu'au Togo, en Guinée, en Côte d'Ivoire, il y a quand même des régimes qui sont des régimes prétoriens, malgré que le président soit civil, mais l'armée détient, si vous voulez, le contrôle essentiel du pouvoir. C'est le cas actuellement à Conakry. Donc je pense que il faut sincèrement, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que nous nous inscrivons dans une dynamique de long terme, dans une dynamique de questionnement profond sur la nature de la société et la nature des relations que les Africains veulent entretenir entre eux-mêmes. Ok, Ahmed Diémé, par rapport à l'accord d'Alger, faut-il le revisiter pour le rendre opérationnel? Oui, certainement, mais l'accord déjà l'accord d'Alger est d'abord une victoire politique de la CMA et des mouvements indépendantistes touaregs, premièrement. Parce que l'accord d'Alger a permis effectivement, sur la base de la résolution du Conseil de sécurité, donc portée par la France, de permettre l'intrusion du droit international, donc des Nations Unies, sur la question politique touareg. Je pense que, de ce point de vue-là, les Touaregs crient victoire. Deuxièmement, l'accord d'Alger a un problème. Pourquoi? Parce que cet accord-là intervient dans un contexte où la France, sur le plan stratégique et tactique, a eu besoin de la communauté touareg dans le cadre de ses opérations militaires de lutte contre le djihadisme, notamment Iyad Agali. Parce qu'on ne peut pas lutter contre le djihadisme sans avoir l'adhésion de la communauté de base de la zone où le djihadisme existe. En fait, la France, le problème de la France, c'est ça son ambiguïté sur la question du touareg, par exemple. Et tout l'effet que cela a sur l'accord d'Alger. Cet accord d'Alger-là continue d'être un accord, d'abord, pour les Touaregs en termes de victoire politique et diplomatique, parce que on pose la question Touareg, justement, sur la scène internationale. Et deuxièmement, la France, tant qu'elle ne règle pas la question du djihadisme, les Touaregs vont toujours utiliser, justement, le fait qu'on ait besoin d'eux sur le plan sécuritaire pour contenir le djihadisme. C'est ça le problème de la France. La France est donc prise dans une espèce d'ambiguïté. Bon, je n'en suis pas, je m'en réjouis pas, mais je dis simplement, je fais une analyse et je constate que pour régler pour l'application de l'accord d'Alger, à la fois, il faut que la France sorte de son ambiguïté par rapport à la question Touareg. Deuxièmement, que d'une certaine manière, les mouvements Touareg soient sincères et honnêtes par rapport à leur appartenance, qu'on rediscute effectivement le nation building du Mali, effectivement, ça demande effectivement plus profond qu'un simple accord. Et troisièmement, il est important qu'on prenne en compte d'autres paramètres, le paramètre par exemple du Polisario. Par exemple, pourquoi la France est regardée de manière suspecte par rapport par l'Algérie, par exemple? C'est par rapport à la question sahraoui aussi. Donc, il y a des enjeux géostratégiques externes au Mali qui, sur la question de l'accord d'Alger, interfèrent aussi d'une certaine manière. Donc, la France peut résoudre le problème, effectivement, en essayant de sortir de cette ambiguïté-là et permettre qu'effectivement le Mali rediscute, pourquoi pas, sa construction nationale, comme l'a dit monsieur Barry tout à l'heure, que la transition prenne ça en charge, mais je me demande si la transition aura le temps de le faire, mais les prochaines autorités légales et démocratiques qui vont voir le jour après la transition peuvent prendre en charge cette question-là. À mon avis, je crois que la question Touareg doit être beaucoup plus largement considéré qu'à travers simplement un simple accord, puisque le représentant de la CMA a été récemment assassiné. Cet assassinat-là remet tout en cause d'une certaine manière, à la fois sur le plan de l'application de l'accord, sur le plan de l'acceptation de l'accord, etc. Et je pense qu'il y a un jeu de dupes, à mon avis, entre un certain nombre de mouvements indépendantistes touaregs, avec les autorités de Bamako et avec les stratèges ou effectivement les analystes stratégiques effectivement de militaires français. Voilà, je suis obligé de mettre un terme donc à notre débat, mais je vais peut-être vous soumettre à un exercice très difficile, une synthèse. Chacun a 30 secondes
secondes pour conclure. Alors, Nicolas Normand, allez-y. Oui, écoutez, je suis pas d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite parce que en réalité, l'accord d'Alger fait disparaître le mouvement séparatiste Touareg, puisque les Touaregs et aucune ethnie particulière n'est mentionnée dans l'accord d'Alger qui parle des populations du Nord. Or, les populations du Nord sont en majorité non Touaregs et non arabes. C'est d'ailleurs pour ça que la CEMA, c'est-à-dire les groupes armés, ne veulent pas appliquer l'accord d'Alger, parce que l'accord d'Alger signifie leur disparition, leur désarmement et des élections dans lesquelles ils perdent le pouvoir. Donc il n'y a pas d'ambiguïté française à l'égard des Touaregs. L'accord d'Alger, qui d'ailleurs a été rédigé par l'Algérie, prévoit une régionalisation dans laquelle les groupes séparatistes sont minoritaires et disparaissent de facto. C'est pour ça qu'ils bloquent l'accord d'Alger, parce que l'accord d'Alger signifie la disparition des groupes armés, signifie la disparition des séparatistes, et il faut rappeler que les Touaregs ne sont pas du tout unis et qu'une grande partie des Touaregs sont totalement anti-séparatistes, n'est-ce pas, le Gassia, le MSA, les gens de la plateforme, etc. Donc c'est à tort qu'on parle des Touaregs comme un ensemble qui voudrait se séparer du centre du Mali pour être autonome. C'est pas du tout ça la vraie situation. La vraie situation, c'est qu'il y a des bandits armés séparatistes qui sont minoritaires au sein même de leur région et que l'accord d'Alger, si on l'appliquait honnêtement, ce qui n'est pas le cas, amènerait la disparition de ces séparatistes. En tout cas, ils ne pourraient plus exister en tant que groupe armé. Ok, alors Abdoulaye Doucouré, 30 secondes, un mot de conclusion. Bon, tout d'abord, j'en appelle à la révision de l'accord, parce que je réitère, l'accord dans certaines dispositions sont inapplicables. Donc, si jamais on ne revisite pas, ça pose toujours le problème. Ce que Nicolas a dit tout de suite, question de régionalisation, c'est là le problème pour les Maliens, en fait. Parce que dans l'application, ça va dans la division, selon notre appréciation. Et mon deuxième point, c'est que la France clarifie sa position dans le Sahel de manière générale. Parce que s'il y a un traitement différencié entre le Mali et le Tchad, on ne comprend pas. Si on parle de coup d'État, je pense que les deux situations sont des coups d'État purs, simples. Donc, on ne peut pas comprendre ce comportement et cette différenciation de traitement. Ok, merci. Alors, Amadou Sadio Barry, un mot de conclusion. On n'a plus beaucoup de temps. Très rapidement, s'il vous plaît. Moi, je dirais deux choses. La première chose, c'est que, bon, l'accord d'Alger, on peut bien essayer de le reformuler et tout, mais je pense qu'il faudrait, moi, mon point, c'est de ne pas faire de la transition une espèce de pause où l'on risquerait de reconduire la même logique. Donc, je pense que la transition pourrait être déjà l'occasion de repenser toute les problématiques de représentation régionale au Mali et tout, justement, l'aspect d'un Mali multiculturel que les futures institutions pourraient prendre en charge. J'aimerais terminer en disant que les contradictions relevées de la diplomatie française ne sont pas propres simplement à la France. Évidemment que je condamne les 2 poids 2 mesures par rapport au Tchad et au Mali, mais je pense qu'aujourd'hui même, la Russie, vers laquelle certaines populations maliennes appellent à intervenir, je pense que les puissances étrangères, s'agisse de la France ou la Russie, les États-Unis, font toujours de contradictions dans leur politique étrangère. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas simplement mettre le poids de la responsabilité sur la France. Moi, je pense qu'il faut sortir cette logique aujourd'hui. Il faut responsabiliser les Africains eux-mêmes, de sorte à ce qu'ils prennent en charge leur destin politique. Voilà. Parce que même si on voit que les États-Unis au Moyen-Orient sont très ambigus, les Russes même par rapport à la Syrie c'est très ambigu. Donc je vois pas pourquoi on va continuer perpétuellement à demander à la diplomatie française d'être authentique, ou en tout cas d'être clair, alors que les Maliens eux-mêmes, par rapport à leurs propres citoyens et toute la question du nord du Mali, parce que rappelons quand même que le djihadisme naît d'une incapacité à organiser le territoire sur le plan politique et sur le plan de la justice et de l'égalité. Merci Donc, beaucoup, ce sont des éléments que les Maliens, eux, doivent prendre en charge. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Barry. Alors, Ahmed Diémé, vous avez aussi 30 secondes pour dire votre mot de conclusion très rapidement. D'abord, remercier et saluer les participants, notamment Excellence Nicolas Normand. Je dirais que simplement par rapport à l'accord d'Alger, quand je parle d'ambiguïté, c'est parfois quand on constate que, par exemple, Barkhane utilise un certain nombre de milices Touareg pour affronter les
les djihadistes. C'est-à-dire que dans cette espèce d'alliance, de coopération entre la CMA, certains éléments de la CMA, ça s'est vu sur l'axe allant jusqu'au Niger, par exemple, pour combattre les GS, par exemple, on a vu Barkhane utiliser un certain nombre de milices Touareg. Ça montre effectivement que les Touaregs ont envie de se montrer utiles. Donc pourquoi les Touaregs ont envie de se montrer utiles par rapport à cette posture militaire de la France? C'est pour tirer une dividende, effectivement, une espèce de dividende politique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et que effectivement l'ambiguïté dont on parle n'est pas seulement propre à la France, c'est aussi toutes les nations africaines. Je pense que nous devons interroger nos nations. Nous n'avons pas vraiment des nations, à mon avis, en Afrique. Nous avons des ethno-nations. Le problème de l'Afrique, c'est ça. Notamment en Afrique de l'Ouest, nous avons des ethno-nations, mais pas des nations. Voilà, c'est la fin de ce magazine débat sous l'arbre à palabres consacré à l'actualité politique au Mali. Nous avions décortiqué les raisons qui ont poussé la CEDEAO et les autres puissances étrangères à valider quelque peu le putsch perpétré par l'actuel président donc de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nous avions également parlé de la dernière interview du président français Emmanuel Macron, qui menace de retirer les soldats français de l'opération Barkhane si le Mali allait dans le sens de l'islamisme radical. Nous avions également abordé en toute fin du débat les raisons qui font que l'accord d'Alger de 2015 n'arrive pas à décoller, notamment quant à sa mise en œuvre. Nous étions en compagnie d'Abdoulaye Doucouré, coordonnateur en matière de justice transitionnelle du Mali, d'Avocats sans frontières Canada, Nicolas Normand, ancien ambassadeur français, notamment au Mali, Amadou Sadio Bari, professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe au Canada, et Ahmed Diémé, docteur en communication politique et directeur de SASCOM Sahel, stratégie communication. Chers invités, ce fut un agréable plaisir de vous avoir dans ce débat, un débat qui fut très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci. Au revoir. Je vous laisse en compagnie du reste des programmes de la DW.